Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, il y a une espèce de petite blague comme ça qui circule sur Twitter et qui dit en gros que si vous n'avez pas vu Le Parrain, vous n'êtes pas cinéphile. Bon, c'est un peu grossier, c'est un peu une blague, mais moi j'ai envie de reprendre cette phrase et de dire que si vous n'avez jamais été voir un film au Méliès de Montreuil, vous n'êtes pas cinéphile. Je le dis avec beaucoup d'excès. Je suis très content aujourd'hui parce que je reçois le directeur artistique du Méliès de Montreuil, Stéphane Goudet, qui avant d'être directeur artistique, est d'abord critique de cinéma, qui enseigne aussi le cinéma à l'université, et qui est directeur artistique depuis 2002. Donc ça va faire maintenant bientôt, ça fait 20 ans d'ailleurs, je crois que c'est en janvier, ça fait 20 ans. Donc c'est vraiment un concours de circonstances. Et je suis très content parce que, comme je lui disais hors caméra, j'ai beaucoup insisté pour qu'il vienne chez Microciné parce que j'avais très très envie de discuter avec ce passeur. Et on a dû, enfin, en tout cas dans le YouTube, ce qu'on appelle la communauté YouTube, rares sont les moments où on entend des directeurs de salles de cinéma, et je pense que c'est important, surtout maintenant. Donc voilà, je voulais qu'il vienne, il a accepté, et je suis vraiment très reconnaissant. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Merci Samir, ça va bien, je suis ravi d'être là. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail entrepris depuis plusieurs mois maintenant, à recevoir autant d'invités de façon aussi dense. Bravo. Merci. Écoute, je te remercie. Alors, il y a une question que je pose très très souvent à mes invités pour savoir un peu d'où ils viennent cinématographiquement parlant. Délibérément, je ne leur envoie pas la question par mail parce que je préfère la spontanéité. Et en fait, c'est la question de la fameuse image marquante. Et je demande toujours à mes invités s'ils ont une image comme ça de leur enfance ou voire de l'adolescence qui aurait un lien avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, le rapport qu'ils entretiennent avec l'image. Et je suis persuadé que toi, critique de cinéma, tu as un lien, enfin, tu as une image qui est marquante. Alors, ça peut être un extrait de film, mais ça peut être aussi un tableau, ou bref, quelque chose qui a un lien avec l'image, avec la notion d'image. Est-ce que toi, tu aurais ton image marquante? Alors, moi, oui, sûrement. Après, je pense que si je suis vraiment honnête, je ne choisirais pas une image d'enfance, contrairement à la quasi-totalité des invités, parce que ma découverte du cinéma comme art et du coup comme vocation potentielle est venue vraiment juste après. Et donc juste après le bac, c'est-à-dire que j'ai très très peu fréquenté les salles de cinéma quand j'étais enfant, voilà, comme un loisir de famille, mais vraiment très lointain, et je l'ai surinvesti dès que j'ai commencé à faire des études littéraires, où là c'est devenu vraiment le centre de ma vie de façon extrêmement dense et rapide. Et il y a un film charnière en fait, qui pour moi est celui qui à un moment fait basculer et me fait penser que le cinéma est aussi riche que la littérature et que sans doute c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et ce film, c'est Le Dernier des Hommes de Murnau, qui est actuellement à l'honneur de la Cinémathèque française. Voilà. Et c'était un ciné-club vraiment à l'ancienne, organisé par la revue Jeune Cinéma, et je suis sorti de cette salle en pensant réellement intimement que ma vie venait de changer. Voilà, donc c'est tardif, hein, vraiment. Avant, j'avais une fréquentation extrêmement faible, mais je me souviens vraiment de ce que j'ai ressenti dans la rue en sortant. Et c'est en particulier l'image de la porte tournante de l'hôtel du Dernier des Hommes, qui tout à coup est pour moi une espèce de micro-révolution, quoi. Je sors de la salle et je me dis, mais c'est incroyable que le cinéma puisse atteindre des profondeurs intimes aussi inouïes pour moi, être en même temps dans une pensée politique, être en même temps voilà, dans une invention formelle constante. Je ne pouvais pas imaginer qu'un film de 24 puisse avoir cette densité, cette invention. Voilà. Et donc, je suis effectivement sorti tout retourné de ces portes battantes ou tournantes de l'hôtel du Dernier des Hommes. Et tu avais quel âge J'avais 18 ans. 18 ans. Et Voilà, donc, ça veut dire qu'avant 18 ans, si tu regardais des films, c'était plutôt la télévision. C'était un C'était enfant de plutôt la la télé. télévision. Et puis, alors, j'ai quelques souvenirs comme ça de fêtes du cinéma à ses tout débuts, quand il fallait payer 1 franc pour pouvoir voir un film supplémentaire, et de choses assez marquantes. Mais voilà, j'avais 15-16 ans et c'était vraiment comme distraction entre potes, mais rien qui réellement ait pu avoir une influence décisive et et m'aurait permis de dire, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire, je veux continuer à découvrir le cinéma. En fait, il a fallu ce choc Murnau
qui est en fait contemporain de la découverte de Kieślowski et de comme ça quelques cinéastes très contemporains, qui me fait dire ah mais oui, il reste des choses dans le cinéma contemporain qui restent à la hauteur de cette promesse que le cinéma a fait à ses débuts, et donc j'ai envie vraiment d'y aller, de m'investir, de voir 3 à 4 films par jour pendant une période et vraiment d'en faire, oui, une sorte de vocation. Je crois que c'est Paul Schrader, si je me trompe pas, mais ça tu me diras si c'est vrai, qui a découvert le cinéma tardivement. Je ne pense pas pour les mêmes raisons que toi, parce qu'il venait d'une famille qui était extrêmement rigoriste par rapport à ça, mais je crois qu'il avait découvert très très tardivement le cinéma et puis à partir du moment où il l'a découvert, il n'en est plus jamais ressorti. Donc, Ouais, mais je crois que c'est bien de dire que le cinéma se découvre pas forcément quand on a 8, 9 ans et ouais. on est tous dans une espèce de mythologie de l'origine comme ça. Voilà, moi j'ai vu des Disney, il y a vraiment eu ce moment de bascule du pur divertissement et de la pratique familiale assez réduite vers un surinvestissement à la fois affectif, intellectuel. Et en fait, ça peut aussi se passer au moment où on débute les études, ça peut se passer en terminale, ça peut se passer. Voilà, c'est aussi pour ça que moi, comme enseignant par exemple, je continue à faire en sorte d'enseigner à des très jeunes étudiants, ceux qui sont en licence 2 en l'occurrence, parce que je sais que c'est un moment de bascule, que c'est là qu'on peut leur dire mais oui, s'il y a un événement à la Cinémathèque française ou à Beaubourg ou dans une salle de cinéma à réessai et que vous avez en même temps une obligation, bah, vous avez le droit de choisir l'événement cinématographique. Moi, j'ai séché un examen blanc qui était supposé aboutir à un classement en classe préparatoire parce qu'il y avait La Bête humaine de Renoir. Évidemment, ça m'est retombé dessus ensuite, mais je voulais à tout prix voir ce film et peu importe là qu'il y ait un classement pour savoir qui était le 3e ou le 4e de la Cagne, ça n'avait pas de sens pour moi. La priorité, c'était vraiment de découvrir ce film. Et je continue à plaider ça, y compris auprès de mes étudiants. Voilà. De temps en temps, il y a une espèce de nécessité. Et en fait, ce qui va marquer à vie, c'est la découverte de ce film. C'est pas forcément le 4e ou 5e cours futile d'un bon enseignant. Et je suis sûr que cette anecdote, tu dois la raconter avec une grande fierté d'avoir raté le classement pour aller voir la bête humaine, pour aller voir la bête humaine. Mais c'est ce que ah oui, j'ai omis de dire aussi quelque chose de très important. Je suis pas un bon journaliste pour le coup, c'est que il faut savoir que il y a un cinéaste qui t'est extrêmement cher. Tu as écrit sur lui, tu as même fait un film sur ce cinéaste, c'est Jacques Tati. Et donc Tati, c'était avant, c'est à la télé Tati ou c'est beaucoup plus tard comme Non, Murnau? non, c'est vraiment plus tard. C'est dans ces phases-là de découverte un peu compulsive de ce qu'a été l'histoire du cinéma, avec un sentiment d'arriver très très tard, un peu comme Tati, qui avait. C'est une des caractéristiques de son œuvre, c'est le sentiment d'être arrivé trop tard dans l'histoire du cinéma. Il commence à essayer de faire un film en 32, donc tout à coup le cinéma est déjà parlant et il y a une espèce de train de retard, quoi. Et ben moi, dans ma pratique de la cinéphilie, il y a cette même impression en fait que probablement les gens ont déjà vu 1000 fois plus de films que moi, que probablement leur enfance a été nourrie par ce rapport au cinéma, ce qui n'a pas été mon cas. Et du coup, il y a cette période comme ça de 4-5 ans où je commence à construire une cinéphilie à la base d'une fréquentation assidue des salles du quartier latin et des institutions culturelles. Et où, effectivement, là, je découvre ma prédilection pour le cinéma burlesque en général, où je fais vraiment le tour pour essayer de voir des Keaton, par exemple. Je me souviens que le premier, c'est à la Cinémathèque Robert Linen. Enfin, voilà, dans une époque où ils n'étaient pas accessibles en DVD, il n'y avait pas encore ou pas plus de VHS. Et donc, ça n'a évidemment plus rien à voir avec la facilité d'accès aux œuvres que permet Internet aujourd'hui. Et Tati, voilà, je connaissais déjà, mais j'ai vraiment un moment décisif aussi, qui est la découverte de Playtime à l'Opéra Bastille, dans un festival qui était dédié à la projection de films événementiels dans des lieux qui n'étaient pas des salles de cinéma. Voilà. Et là aussi, je sors de Playtime et je me dis, mais non, mais je veux travailler sur ce cinéaste. Et à la sortie, un ami me dit, mais moi, je connais la fille de Tati, est-ce que tu veux la rencontrer et éventuellement aller voir les archives de son père? Je ne me vois pas dire non à cette proposition. Et en fait, je vais m'embarquer dans une thèse sur Tati, juste après la rencontre avec Sophie Tati-Chef. C'est incroyable. Mais, alors, depuis 8 minutes, il y a des petites questions comme ça, mais c'est lié à ce que tu fais aujourd'hui. C'est carrément lié. Mais tu vois, par exemple, tu me parles d'accessibilité. J'entends beaucoup ici et là des gens de notre génération. Je pense qu'on fait partie de la même génération, à quelques années, mais on fait partie de la même génération, qui disent souvent, fut un temps, nous, on avait les ciné-clubs, ou alors les vidéoclubs. Aujourd'hui, tout est facile, tout est, comment dire, facile il y a une accessibilité au film et c'est différent. Peut-être qu'on consomme beaucoup plus alors qu'avant on regardait des films. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que c'est génialissime d'avoir accès à des films. Moi, je pense que il y a dans les années 90, quand il y avait un film on entendait parler, et on avait envie de le voir et bon bah pour le voir, il fallait attendre qu'il sorte au cinéma
Et là, je trouve que c'est vraiment aussi passionnant de pouvoir le découvrir grâce à Internet, grâce à... Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que ça fait un peu partie aussi... Enfin, il y a un lien aussi avec le métier, je pense, de directeur artistique. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis pas du tout nostalgique de cette époque où c'était introuvable de voir un Keaton ou voilà, des œuvres aussi marquantes que celle-là. Je trouve ça formidable de pouvoir tout voir réellement, ou presque tout. Il reste encore quelques incunables et films difficiles à obtenir, mais du coup, j'ai vraiment trouvé formidable l'initiative de La Loupe, par exemple, pendant les confinements, qui donnait vraiment accès à des milliers de films rares et qui suscitait le désir de les voir. On l'a pas tous fait. Il y en a beaucoup qu'on a mis sur des disques durs sans les regarder encore, mais il y a quand même cette idée-là de choses qui sont au bout de la main, là, il suffit de l'attendre pour pouvoir avoir accès à des films. Donc non, en réalité, ça décentre le débat et effectivement, ça l'oriente vers la critique et la salle de cinéma. C'est-à-dire que à partir du moment où presque tout est accessible et où en tout cas des milliers de chefs-d'œuvre peuvent être présentés à un public et du coup être vus chez soi ou dans des espaces publics, la vraie question, c'est comment on donne envie de voir, comment on provoque la rencontre avec le spectateur inattendu. Voilà. Et pour moi, ça, c'est le geste à la fois de la programmation et le geste de l'enseignement aussi, c'est-à-dire voilà, des étudiants qui viennent en se disant j'ai une sensibilité pour l'art ou le cinéma, comment on leur donne vraiment envie d'aller voir des films pour lesquels ils ne sont pas a priori programmés sur un plan d'éducation, sur un plan social, économique, etc. Et comment on provoque cette étincelle-là qui devient une passion pour le cinéma, qui peut nourrir une vie entière. Enfin, on est quelques-uns à pouvoir en témoigner, et quand on regarde des critiques d'une autre génération encore, on se dit, tiens, c'est extraordinaire d'encore avoir la flamme, je sais pas, un Bernard Eisenschitz ou un Michel Simon, ce sont des gens qui continuent comme ça, à avoir une espèce de flamme continue, et on se rend compte que, ben oui, on peut susciter ça aussi chez des étudiants, et voilà, je sais pas, le film d'un ancien étudiant qui sort cette semaine, Fabien Gorjard, et je suis très fier de la persévérance qu'il a manifestée, et qui, d'une certaine façon, se voyait dès ses premières années à l'université, parce qu'il y avait cette espèce de désir là de faire du cinéma, mais aussi d'apprendre dans un geste d'humilité extrêmement fort, qui est pour moi une des origines de l'acte créatif, quoi. Voilà. Donc si on peut être de temps en temps à l'origine de ça, mais aussi à l'origine du plaisir simple d'être spectateur et du coup d'apporter une exigence un peu plus grande dans le choix des films, dans la diversité culturelle à laquelle on est confronté, on fait un tout petit peu bouger le monde. Pas beaucoup, en contexte électoral, on se rend compte qu'on est quand même tout faible sur un plan politique, mais voilà, on élargit un tout petit peu le spectre du champ culturel et cinématographique en particulier. Alors j'ouvre une petite parenthèse, juste une information pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que La Loupe. Il faut savoir que La Loupe, c'était un groupe Facebook qui a été créé vraiment au début il y a 2 ans, au début du confinement, et la particularité, c'est qu'il y avait, on s'est aperçu que tous les cinéphiles avaient des films dans leur possession, et des films qui venaient des 4 coins du monde, et ça, c'était assez passionnant, et bon, il y a eu pas mal de petits soucis, mais il existe encore ici et là, comme ça, et ça a créé pas mal de circulation, ce qui est assez passionnant. L'écriture, la critique de cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui est venu assez rapidement? C'était logique pour toi? Ou tu avais aussi envie peut-être d'être derrière une caméra et de faire des films? Alors moi j'ai un peu toutes les envies dans le champ du cinéma, vraiment. C'est-à-dire que oui, ça m'est arrivé d'avoir envie d'être derrière une caméra, ça m'est arrivé d'avoir envie de faire des films pédagogiques sur le cinéma, et j'ai fait la quasi-totalité des bonus du coffret Tati et quelques films autour de Buster Keaton. Je n'ai jamais franchi le geste d'écrire une fiction, mais ça a pu me venir à l'esprit quand j'étais un petit peu plus jeune. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais sans doute ni la force ni le talent pour le faire, et c'est peut-être pas si grave. Voilà, l'écriture, elle est venue tôt, oui, mais simplement parce que je suivais des cours à l'université, à Paris 3, entre autres de critique avec Charles Tesson, qui à un moment, il m'a dit, ce texte est très bon, vous devriez l'envoyer au cahier et à Positif, et je me suis retrouvé avec un texte publié dans Positif, alors que j'étais en Master 2 sur Louise Buñuel, un film vraiment pas connu. On a voyagé en tram, un très beau film au demeurant, film mexicain, et donc voilà, en fait j'ai été embarqué là-dedans presque à mon corps défendant, en me disant tiens, je regarde si c'est publiable ou pas. Mais en fait, une des origines de mon rapport à la critique, c'est vraiment le fait de rencontrer des cinéastes, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, l'exploitation est le prolongement du geste critique. C'est aussi parce que j'ai envie d'entretenir ce lien-là avec l'acte de création, de pouvoir apporter un regard un peu singulier sur les œuvres qui me sont proposées, que ça passe soit par l'écrit, soit par l'oralité. Et l'oralité, elle a lieu dans un entretien publié dans Positif, entre autres, ou bien
en direct avec des spectateurs dans cette espèce de jeu effectivement de transition, de passeur qui consiste à essayer de produire un entretien un peu nourri, riche autour d'une œuvre dans un vrai dialogue entre le cinéaste, donc le créateur, et le public. Voilà, être à cette place-là d'éléments intermédiaires entre l'œuvre, le cinéaste et le spectateur, moi, je crois que c'est ma juste place en fait. Voilà. Et donc, très vite, pendant que je faisais des études avant de m'intéresser à Tati, je me suis intéressé au cinéma iranien, voilà, et en particulier à la figure de Kiarostami au début des années 90. Et donc, mon tout premier travail universitaire, il est sur Kiarostami, mais il est beaucoup fondé aussi sur des entretiens que je fais avec lui, parce que je vais le poursuivre dans des festivals. C'est-à-dire que quand je sais qu'il va à un festival pour montrer un film, ou ensuite, comme membre du jury, je vais dans ce festival en me disant qu'il n'y a pas de raison, en fait, que pour l'instant, il ne s'est pas encore publié grand-chose en France et que peut-être il m'accordera un petit temps d'entretien. Et effectivement, il va faire ça. Et on a un tout premier entretien au festival de Laon, L-A-O-N. Et au bout de 10 minutes, il arrête en me disant « Je pense que vos questions sont bonnes, mais la traductrice n'est pas suffisamment pertinente et ne comprend pas vos questions qui sont trop cinématographiques. Si vous voulez bien, on se verra à Paris. » Et à Paris, il me donne 2 heures d'entretien sur Close Up, sur lequel je crois être un des tout premiers à l'interroger en France. Et là, c'est une espèce de vraie rencontre, quoi. C'est-à-dire que c'est le premier de nos, je sais plus, 12, 13 entretiens communs. Et c'est le plaisir de suivre un cinéaste dans l'évolution continue de son œuvre et du coup de publier assez régulièrement le résultat de ces entretiens, soit à 2, soit avec d'autres critiques français. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette possibilité-là de pouvoir suivre un auteur et de déployer son œuvre avec lui dans la durée. Voilà, on aurait sans doute dû en faire un livre, on ne l'a pas tout à fait fait, même s'il me reste 1 ou 2 entretiens inédits, mais à cette frustration près, c'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup. Est-ce que le fait de recevoir d'innombrables cinéastes au Méliès et de les recevoir souvent et parfois les mêmes, donc c'est-à-dire de les suivre dans leur vie cinématographique, c'est aussi une manière. On dit souvent il y a tel film qui a été réalisé en 95, c'est intéressant de voir le film comment il devient 5 ans après. Mais là il y a l'idée aussi de voir comment le corps du cinéaste devient au bout de quelques années et donc de le voir souvent au Méliès passer comme ça. Est-ce qu'il y a aussi cette idée assez intéressante de suivre la vie d'un cinéaste et pas forcément les films, mais la vie d'un cinéaste à travers les nombreuses apparitions au Méliès pour venir présenter un film? Oui, il y a aussi ça. Enfin, effectivement, moi, quand je reçois à 3 jours d'intervalle, je sais pas, Jacques Audiard ou Arnaud Desplechin, comme il y a 2 semaines, et que je me rends compte que je les connais effectivement depuis 20 ans et qu'on les invite quasiment sur chaque film. Je dis quasiment parce que ça peut m'arriver. Moi, j'aime pas beaucoup Les Fantômes d'Ismaël, par exemple, chez Desplechin. Donc, je ne l'ai pas invité sur ce film-là. Enfin, je pense que la fidélité doit aussi passer par une sorte d'honnêteté qui est de dire, bah voilà, il y a un film de toi que j'aime moins, là, on fera pas de rencontre sur celui-là. Et c'est pas très grave, on prendra rendez-vous sur le prochain parce que je pense que, voilà, c'est un grand auteur aujourd'hui, mais voilà, et je pourrais avoir envie d'en discuter de façon critique, mais c'est pour le coup la plus compliquée en public. Donc, j'ai quand même vraiment besoin d'aimer les œuvres, en fait, avant même le fait d'aimer les gens qui les font. Voilà, mais effectivement, il y a quand même quelques abonnés qui ont présenté quasiment tous leurs films depuis 15 ou 20 ans ici. Et évidemment que se donner des nouvelles comme ça régulièrement fait partie du plaisir. Enfin, c'est un rapport étrange parce que c'est à la fois pas tout à fait des amis, en même temps c'est plus que des connaissances. Enfin, il n'y a pas vraiment de mots en fait pour désigner cette espèce de statut, d'une espèce de fidélité au long cours. Mais je vois ça dans le rapport à d'autres critiques par ailleurs, où je vois bien que quelques grandes figures critiques ont fait une espèce de chemin de compagnonnage comme ça dans la durée, qui permet effectivement d'avoir des nouvelles qui sont pas tout à fait intimes. Enfin, pour le coup, il y a quelque chose d'assez tatien là dans le rapport aux autres. C'est un peu voilà ce qu'on disait sur les gens de peu, par exemple. C'est-à-dire que le rendez-vous principal, c'est le café, et au café, on a un rapport à la fois d'extrême proximité, comme dans Mon oncle, mais en même temps, on connaît pas du tout la vie intime et personnelle des gens, ce qui n'empêche pas d'être dans une espèce d'empathie, de plaisir. Voilà, sans pour autant franchir la frontière de l'intime. Et voilà, pour moi, dans le rapport au cinéaste, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez souvent professionnel, et néanmoins, il y a un rapport d'empathie, parfois quasi amical, qui se nourrit effectivement de la régularité de ces rendez-vous. Non, mais c'est génial quand tu dis, voilà, moi, Les Fantômes d'Ismaël, bon, c'est pas forcément un film qui m'a. Donc, j'en reste là. C'est bête ce que je veux dire, c'est basique. C'est-à-dire que je te pose la question, mais je connais la réponse. En fait, ça reste toujours de la critique de cinéma. C'est ça qui est fascinant.
Oui. Alors pour moi, ça en est parce que la façon dont on oriente les débats reste de la critique à mes yeux. C'est-à-dire que je, on a construit, je dis on parce que ça devient un collectif et que maintenant il y a la programmatrice Marie Boudon, il y a Victor Courgeon qui s'occupe de la conquête des publics, et Alan Chic qui s'occupe du jeune public et qui sont comme ça sur une espèce de modèle d'intervention qui est de ne pas être passif, de ne pas simplement reproduire les questions présentes dans le dossier de presse qui ont souvent été choisies par le réalisateur, mais vraiment de proposer un regard sur le film. Et donc ça implique ça de construire 2, 3, 4 questions un peu plus solides qui sont des façons de montrer que le film a bien été vu. Voilà. Et donc, en ça, pour moi, oui, c'est la continuation du geste critique. Et si nos spectateurs sont aussi fidèles aux rencontres, c'est aussi, j'espère et je crois, parce que les rencontres ne sont pas exactement les mêmes que dans d'autres lieux. On sait qu'il va s'y passer quelque chose, on sait que les cinéastes ne peuvent pas être en mode automatique. Or, quand même, alors à 3 exceptions près de vrais showman, le mode automatique est l'ennemi de la rencontre publique dans une salle de cinéma. Et donc, il faut réussir à les bousculer suffisamment, mais surtout à les intéresser pour leur montrer que le film a été vu de très très près et qu'à partir d'un tout petit détail, tout à coup, on peut construire une véritable lecture du film. Voilà, il y a quelques cinéastes, pour le coup, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout du geste critique pour prolonger ta question, qui à la fin d'un débat m'ont dit « mais je veux que tu écrives ce qu'on vient de se dire, parce que c'est vraiment, on ne me l'a jamais dit, j'ai besoin d'avoir un retour pour pouvoir aussi le communiquer. » Voilà, parfois, la diversité des activités m'empêche de passer à l'acte et sans doute il y a une espèce de frustration, y compris chez moi, de me dire « ah oui, j'ai un souvenir formidable de telle ou telle rencontre ». La dernière avec Audiard, par exemple, le lendemain, il m'a dit « est-ce que tu peux me passer par écrit les questions que tu m'as posées, parce que j'ai besoin d'y réfléchir ». Évidemment que c'est plaisant d'entendre ça, parce qu'on se dit « ah oui, il y a peut-être une petite frustration là par rapport aux réponses qui ont pu être apportées sur tel et tel élément ». Et du coup, ça va continuer à nourrir le cinéaste. Et j'ai envie de penser en fait que le rapport à l'œuvre, mais aussi au créateur, elle passe par cette espèce de double nourriture, enfin d'aller-retour. C'est-à-dire que leurs œuvres nous nourrissent, mais les débats publics, et je dis ça parce que les interventions des spectateurs sont souvent extrêmement pertinentes aussi, et que j'ai envie de défendre aussi les questions des spectateurs et de leur donner toute leur place, parce qu'en réalité, on construit une lecture collective des œuvres, et de temps en temps, c'est juste miraculeux, en fait. Il arrive qu'il y ait une espèce d'intelligence collective qui produise une lecture d'œuvre que moi, je n'ai pas vue dans le champ critique, et je dis ça sans démagogie aucune, j'apprécie beaucoup la critique, je la lis, je la défends, etc. Mais de temps en temps, le fait d'être à plusieurs et qu'il y ait une sorte d'émulation dans la salle fait que tout à coup, l'œuvre s'éclaire. Voilà, et moi, pour ce type de miracle, parce que ça n'arrive pas non plus à chaque rencontre, oui, j'ai envie de continuer cette activité de transmission. Ben oui, mais c'est ça qui est passionnant. Oui, parce que bon, à un degré moindre, hein, je me compare pas à toi, mais j'ai été programmateur pendant 4 ans pour un festival, et très souvent j'avais des cinéastes qui me disaient, allez, une fois sur deux, qui me disaient, mais moi j'ai pas envie de parler, le film parle à ma place, et comme je connais très bien ce que tu fais depuis plus de 20 ans, et puis aussi le collectif et ce cinéma-là. Alors tu vas me dire, je ne sais pas, c'est les recettes, c'est ma petite cuisine interne, mais comment tu fais pour que les cinéastes, finalement, même ceux qui ont un caractère assez trempé, finissent quand même par parler. Je veux dire, c'est quelque chose, parce que c'est pas si évident que ça. Hein. Et c'est passionnant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les cinéastes dont on me dit qu'ils sont impossibles. Enfin, c'est un vrai défi, en fait. Quand on me dit, je sais pas, de toute façon, tu n'arriveras pas à faire parler Bellatar, évidemment que je suis d'autant plus excité de le recevoir. Voilà. Ouais. Et tout à coup, quand je sens qu'il y a un truc qui se joue entre nous et que ça devient ludique et que le contournement même des questions devient l'objet d'un jeu et que on peut impliquer les spectateurs dans ce jeu pour que ça devienne un plaisir collectif, à la fois pour répondre à quelques questions un peu sérieuses sur le cheval de Turin, mais aussi pour déjouer, pour voilà, il y a le plaisir de la relation aussi. Il y a des cinéastes qui m'ont peu donné sur leur film même parce qu'ils étaient dans une sorte de posture et parfois les spectateurs ont trouvé ça très bon. Voilà, et ça arrive. Moi, j'ai été déçu par la présence de Michael Cimino et pourtant je suis extraordinairement content de l'avoir reçu et pourtant j'ai l'impression que c'était peu généreux dans son rapport au cinéma. Et j'aurais voulu que ça se passe autrement. Et avec quelques grands Américains, ça s'est passé comme ça. Friedkin a fait un grand show. Et tout à coup, je me rends compte que quelques jours plus tard, il fait le même au Festival Lumière de Lyon. Et je me dis, OK, voilà, c'est effectivement un grand numéro. Mais il ne s'est pas produit grand-chose. J'ai envie qu'il se produise des choses singulières, des choses de l'instant, et pas uniquement d'être un lieu de représentation.
Après, oui, il y a quelques cinéastes. Voilà, Artavas Péléchian, quand il arrive, il est furieux, on ne sait pas pourquoi. C'est un homme d'une humeur qui peut être un tout petit peu singulière. À la fin du débat, il me prend dans ses bras et ce truc continue à m'émouvoir 15 ans plus tard. Enfin, le fait qu'il se soit rendu compte qu'il s'est passé quelque chose et que finalement les humeurs du début, voilà, Straub fait pareil, il n'est pas content parce qu'il y a un problème de format et tout à coup on se dit, oulala, on va passer un sale quart d'heure. Pas lui, surtout pas lui. Pas de problème technique sur cette séance. Et néanmoins, il y a un truc où tout à coup, on rend son cinéma accessible à des gens qui étaient là un peu par hasard et par fidélité à la salle. Lui se rend compte qu'il parle à des gens qui ne sont pas exactement ceux qui d'habitude louent ses films. Et moi, être un des éléments au centre de cette rencontre improbable, c'est pour moi la vocation même de l'exploitant. Comment t'es arrivé au Méliès? Comment ça s'est passé? Alors, à la fois par défaut, parce que je pensais ne jamais trouver de poste à l'université, j'avais bien compris que c'était quand même un système proche de la cooptation, et je pensais ne pas être coopté, en fait, y compris parce que je n'avais pas complètement joué le jeu des renvois d'ascenseur et de ce qu'il faut faire d'habitude pour avoir quelqu'un qui t'installe dans ta place. Voilà. Donc, je suis arrivé un peu par erreur, en fait, dans l'université, sur un poste qui était fléché pour quelqu'un d'autre. Et la commission a considéré que l'autre candidat n'était pas exactement dans les mêmes dispositions, en tout cas dans son rapport à l'oralité, sans doute. Mais du coup, je m'étais dit, si je ne peux pas accéder à un poste à l'université, il faut que je trouve une autre voie pour continuer ce rapport à la transmission du cinéma. Et j'ai exploré deux pistes. La première qui était vraiment de partir à l'étranger. Je voulais partir au Vietnam comme attaché audiovisuel, parce que j'avais donné des cours là-bas par le biais de la FEMIS, entre autres. Ou bien l'exploitation, parce qu'en fait, j'avais en partie financé mes études en faisant des cours sur des films. En fait, j'ai appris le cinéma en enseignant en salle. Donc, c'est-à-dire que je faisais des cycles dans des villes de banlieue, donc entre autres à Tremblay, Rissorangis et Antony. Et donc, j'ai construit ma cinéphilie en disant, tiens, Emmanuel Papillon, qui maintenant s'occupe du Luxor, me dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un week-end John Ford? Je lui disais, mais écoute, j'ai vu 6 John Ford, c'est pas crédible, il a fait plus de 100 films, je peux pas faire ça. Il me dit, mais non, c'est pas un problème, c'est dans 2 mois. Voilà. Et donc, dans les 2 mois qui me séparaient de l'échéance, j'envoyais 35. Et là, tout à coup, et puis je lisais le maximum de textes, et tout à coup, oui, je pouvais construire un discours qui permettait d'animer un stage de 2 jours. Et en fait, j'ai beaucoup fait ça. J'ai fait ça sur Minelli, j'ai fait ça sur des cinéastes qui me sont devenus extrêmement chers alors que je n'en connaissais rien au moment où je disais oui. Enfin, et donc, voilà, je suis arrivé à l'exploitation parce qu'en même temps, c'est vraiment une espèce de truc, des tournants de vie, quoi. Je me suis dit que j'allais pas arriver à la fac. J'ai postulé pour le ministère des Affaires étrangères et j'ai postulé pour devenir exploitant à La Courneuve et à Montreuil. Et en l'espace de 3 semaines, j'ai été pris partout. C'est-à-dire que j'ai été pris non pas au Vietnam, mais au Laos. J'ai été pris pour diriger le cinéma de La Courneuve et de Montreuil 2 mois après. Et j'ai été pris comme maître de conférence à Paris 1. Et donc là, il y a un truc de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Au Laos, on commence par me prendre au Vietnam, mais on me dit juste derrière, le poste d'attaché audiovisuel est supprimé, il faisait doublon avec l'attaché culturel, donc on arrête, donc on vous propose le Laos. Moi, pour le coup, le Laos, je ne connais pas. Enfin bref. Donc j'ai abandonné cette filière-là et je me suis retrouvé avec la possibilité ou pas de conjuguer l'activité d'enseignement et l'activité d'exploitant. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était faisable en fait. Et que pour moi, marcher sur 2 pieds, c'est-à-dire d'être à la fois dans Paris 5e et en banlieue, c'était un geste fort, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, que d'être à la fois dans l'enseignement et la transmission du cinéma, mais aussi dans l'acte de programmation, d'accompagnement des cinéastes et de mobilisation des spectateurs pour que ces films continuent à avoir du public et donc qu'ils continuent à se produire, ça faisait sens. Et donc voilà, je me suis arrangé pour essayer d'être dans une situation qui me permettait de garder ces 2 jambes-là sur lesquelles je continue à marcher 20 ans plus tard. Quand tu es arrivé en 2002, il y avait déjà une politique, j'imagine, au Méliès, bien évidemment. Mais toi, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé? Est-ce qu'il y a eu des changements quand tu es arrivé? Alors oui, d'abord il y a eu un changement qui était indépendant de ma volonté. La salle venait d'être municipalisée dans un contexte de crise très forte, avec des mobilisations pour intervenir dans le conseil municipal pour empêcher la municipalisation, avec une grosse crainte d'intervention directe du politique. Voilà, et cette salle, sa caractéristique, c'est ça, c'est sa dimension politique extrêmement forte, puisque après cette crise-là qui précède mon arrivée, moi je vais avoir 2 crises très très fortes, une avec UGC MK2 qui vont nous empêcher de développer notre projet d'extension
et qui vont échouer, puisque c'est dans ce lieu-là que nous sommes depuis 6 ans maintenant, avec 6 salles. Et puis une autre crise avec la municipalité précédente, dirigée par Dominique Vonnet, qui à un moment se dit, bon, je ne veux pas de ce projet, il va se faire quand même, mais je vais dégager les 4 personnes qui l'ont porté, et qui donc du coup nous écartent. Et donc, moi, me licencie. Et donc, je suis resté 1 an et demi à l'extérieur du Méliès avant que le nouveau maire se dise, mais en fait, ça marchait beaucoup mieux quand ils étaient tous là, on va les réintégrer et là, on va reconstruire ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi. La particularité, en fait, c'est que, oui, la salle était déjà très bien avant, quand elle était dirigée par Geneviève Housset. Elle était très axée sur des problématiques sociales et politiques. Et moi, je l'ai plutôt décentrée, ou en tout cas, j'ai élargi le spectre pour faire en sorte d'être vraiment aussi sur des enjeux esthétiques et artistiques. Il y avait beaucoup moins de réalisateurs invités, mais là, de toute façon, on tourne avec un rythme. En ce moment, on en a vraiment 5 par semaine, sans compter d'autres débats sur le jeune public. Enfin, là, on est sur une espèce de projet. C'est Desplechin, d'ailleurs, qui avait trouvé ce mot. Voilà, le Méliès, c'est un festival permanent. Et effectivement, on est dans cette logique-là. Quand on a commencé à en faire 2 ou 3, on s'est dit, c'est peut-être trop, on va user nos spectateurs, comment faire pour renouveler sur un délai aussi court. Et puis en fait, on s'est rendu compte que si on programmait bien ces rencontres, on touchait évidemment pas les mêmes spectateurs et qu'on pouvait effectivement créer un lieu où il y ait quasiment une rencontre quotidienne. Donc animé du coup maintenant par un collectif, ce qui permet de jouer sur des voix différentes, sur des approches différentes. Voilà, j'imagine que c'est ça que j'ai impulsé en fait, c'est la démultiplication des rencontres pour permettre aux spectateurs d'être en contact direct avec les créateurs. Ce qui est assez impressionnant aussi dans la programmation du Méliès. Alors moi je te dis ça, mais je pense que pour toi c'est une évidence, mais tu le sais aussi que ailleurs ça peut ne pas l'être cette évidence. C'est que on a cette impression, enfin on n'a pas cette impression, on a cette certitude qu'il y a encore une diversité dans le cinéma. Et c'est-à-dire que on peut avoir j'aime pas dire ce mot-là, mais on peut avoir des nouvelles du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Asie. Enfin voilà, on sait que on va tout voir, on va vraiment tout voir. Et ça, je trouve que c'est important. Oui, alors après, on a nos points faibles sur lesquels on travaille. Hein. C'est vrai qu'on a été pas très bon sur le court-métrage, par exemple. Donc, on a initié, Victor Courgeon a initié un cycle le samedi matin de rendez-vous mensuels qui s'appelle Circuit court, où du coup, on fait remonter des films, y compris du terrain, parce que l'enjeu, c'est de valoriser aussi les créateurs du territoire. Et puis, on essaye de programmer des courts-métrages autrement, parce que c'était un de nos points faibles. Sur le cinéma expérimental, on reste tout à fait perfectible. Là, pour le coup, par défaut aussi de connaissances. Et on a envie d'accroître le travail dans cette direction-là. Mais effectivement, l'enjeu de la création même de ce projet, quand on a commencé à imaginer il fallait un 6 salles, et j'allais le dire un jour peut-être 8, parce que évidemment maintenant on se dit si on avait 2 salles supplémentaires, ce serait encore mieux, c'est vraiment de créer un creuset dans lequel se retrouvent toutes les formes cinématographiques, toute la diversité du cinéma dans tout son spectre, et toute la population de la ville et des environs. C'est-à-dire vraiment de se dire comment rassembler des gens d'horizons extraordinairement différents, aussi bien du côté de la création que du côté de la réception. Et le pari réussi, c'est ça, c'est qu'on a vu, nous, la façon dont le déménagement de la Croix de Chavaux à la station mairie de Montreuil, bien que nous éloignions de Paris, au passage d'une station, a permis à toute la population de se retrouver, de se rassembler, de venir à des événements ponctuels. Et donc, évidemment, là, qu'on a, nous, une espèce d'exigence morale, qui est de dire, nous allons travailler sur tout le spectre géographique du cinéma, sur toutes les formes esthétiques, et on va aussi travailler avec toutes les associations de terrain pour faire en sorte de les mobiliser et de garder le lien avec cet espace cinématographique privilégié. Et par ailleurs, évidemment, on a un certain nombre de choix politiques. Voilà, la valorisation, par exemple, des films réalisés par des femmes, ça fait partie de nos choix. On sait que la France est en retard de ce point de vue, et donc on a fait partie des premiers signataires du collectif 50-50, et on fait en sorte qu'il y ait quasiment autant d'invités femmes que d'hommes dans l'ensemble du programme. Il y a des programmes où, évidemment, on est dans un autre, des équipes que celui-là. Voilà. Et donc, le cinéma fonctionne, et donc il y a aussi un parleur en même temps. C'est génial. Je garderai ça au montage, hein. Ça je regarde. S'il te plaît. Voilà, donc oui, l'enjeu c'est vraiment le creuset, c'est-à-dire tout va se réunir là, et ça vaut aussi bien pour la programmation que pour les spectateurs. Mais ça suscite aussi pour les spectateurs une forme de curiosité, parce que j'imagine qu'à un moment ou à un autre, il y a certains spectateurs qui disent tiens, c'est quoi ça, on va y aller, et voilà, il y a une espèce de circulation qui est pensée. C'est le pari, évidemment, hein, c'est de se dire, tiens, je vais voir un film, puis tout à coup, on me montre une bande-annonce qui correspond pas du tout à ce que je vais voir. Ça, de ce point de vue, c'est l'anti-Netflix. Enfin, voilà, vous n'êtes pas uniquement sur les recommandations qui correspondent à ce que vous connaissez déjà. On essaye systématiquement de faire en sorte que les gens soient à côté de leur attente première. Et donc, effectivement, de faire découvrir des formes nouvelles, des cinématographies nouvelles, des genres nouveaux.
Il y a un cycle créé par Alan Schick consacré au cinéma de genre qui s'appelle Aux frontières du Méliès. Voilà. Et donc, on a constitué comme ça des genres, y compris depuis ces 2 dernières années, là, des cycles nouveaux pour essayer d'élargir encore l'horizon. On travaille davantage avec des IME, par exemple, là, on en a reparlé ce matin en réunion, mais d'autres catégories de publics. On est très vigilant sur la question de l'accueil des publics handicapés en général, pour faire en sorte que le Méliès soit vraiment accessible à tous, y compris, tout à coup, si vous voulez de l'audio-description, vous pouvez faire en sorte qu'elle se produise sur la séance de votre choix. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille très récemment. Voilà. Et donc, cette inclusivité, elle vaut en réalité pour tous les spectateurs, pour que chacun puisse ouvrir son propre champ, en fait, son champ de curiosité. Et donc, les gens qui ont une culture plus classique, pour qu'ils puissent aller voir aussi du cinéma de genre qui ne leur était pas familier, mais évidemment, les gens qui n'iraient voir que des films de leur territoire, de leur région, etc., de faire en sorte de leur dire, oui, mais vous savez, hors de ce champ-là, il y a aussi des films formidables. Et non, on ne va pas seulement au cinéma pour se voir soi ou voir les siens, on va voir le monde. Et c'est cette confrontation au monde par le biais du cinéma qu'on essaye aussi de valoriser. Et c'est aussi en ça que c'est un lieu politique, le cinéma. À la fois parce que c'est un espace de débat constant, et donc oui, on débat de tous les sujets. Voilà, les enjeux écologiques, par exemple, sont très très souvent présents dans les débats publics qu'on fait avec des associations de terrain. Mais on débat aussi vraiment d'une vision du monde, deux visions du monde au pluriel, pour faire en sorte de créer une société vive, et non pas de se laisser gagner par l'atonie et par le repli sur soi caractéristique de certaines pratiques culturelles dominantes, y compris le repli au domicile par le biais des plateformes. Il n'y a pas de spectateur lambda, quoi. Ça n'existe pas. Non, et l'enjeu, c'est que chacun, du coup, trouve sa place, mais une place qui va sans cesse être décentrée par la pratique de quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Voilà. Et donc, d'inciter systématiquement les gens à bouger pour faire en sorte d'être dans le geste de découverte, dans le geste d'accueil d'une forme inconnue, dans le geste de rencontre. Voilà, et le creuset, c'est aussi ça, hein, c'est qu'à un moment, il faut quand même fabriquer quelque chose ensemble, et du coup, de revendiquer cette particularité du cinéma qui est que, oui, on a beau y venir seul, l'enjeu, c'est qu'il se produise quelque chose en commun. Et ce quelque chose, c'est à la fois rire et être ému à côté de voisins qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi prendre un verre dans le restaurant à côté, à la Fabule, hein, qui est dans les locaux du Méliès, pour faire en sorte de continuer à discuter les films, c'est rester à la rencontre avec le réalisateur ou avec l'association que nous avons invité, voilà, et c'est toute cette vie sociale en fait qu'on essaie de promouvoir dans un geste qui réaffirme sans cesse la prééminence de la beauté du geste artistique. Il y a quelques années de cela, tu avais donné une interview à ce très très bon site de cinéma, qui est l'un des premiers d'ailleurs de sites de cinéma sur Internet, c'est objectifcinema.com, où à un moment le critique de cinéma te posait la question, tu travaillais, tu étais au Méliès, il te demandait ce que tu pensais de la, comment dire, une espèce d'arrivée massive comme ça du support physique du DVD, et tu disais que tu ne craignais pas, enfin il n'y avait pas de crainte et effectivement tu as eu raison, il y a pas à avoir peur. Mais là aujourd'hui tu as cité Netflix, et il n'y a pas que Netflix, il y a d'autres plateformes, et j'aurais bien voulu t'entendre sur ce point-là. Est-ce que cette accumulation de plateformes, cette banalisation aussi maintenant, est-ce que tu penses que ça peut être, allez, je vais dire un mot grossier, dangereux, on va utiliser ce mot-là, voilà, dangereux pour les salles de cinéma comme la tienne? Alors, je crois à la fois qu'il ne faut pas ignorer leur présence, et parfois on est dans le déni dans cette profession, et on fait comme si ça n'existait pas, et ça n'a pas de sens. Un, ils existent massivement. Deux, ils ont pris une part très considérable du temps de consommation des foyers. Donc, et je dis ça parce que pour le coup, il y a une logique de consommation. Je suis chez moi, je branche et hop, je regarde en continu, et du coup, je m'enfile des séries. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on reste dans la logique de l'exception. Voilà, la règle, c'est chez soi, c'est je regarde mon truc, et nous, on doit rester exceptionnel. Et pour rester exceptionnel, faut montrer des grands films avec une forte politique d'éditorialisation. Voilà, il faut vraiment les choisir, pas prendre le tout venant. Un film moyen, oui, il peut ne pas avoir sa place. Il est potentiellement très attendu par les spectateurs, oui, mais nous, on l'a vu. Et donc, on considère que, non, c'est pas le bon espace. C'est pas comme ça qu'on va ramener vraiment des gens au cinéma. Et donc, on va prendre l'objet qui est un tout petit peu plus étrange, un peu moins attendu, mais qui néanmoins a la possibilité de créer véritablement un événement. Voilà, donc ça renforce pour moi notre exigence de programmation, en fait.
qui doit néanmoins garder là aussi un spectre très ouvert pour faire en sorte qu'il y ait des choses à la fois très grand public et populaires, et puis des choses beaucoup plus recherche et découverte. Voilà, donc il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas non plus être dans la crainte, et se dire le cinéma est mort, les gens ne vont plus du tout y retourner. Enfin, c'était très frappant. On entendait beaucoup ce discours en disant les jeunes ne vont plus au cinéma, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis tout à coup, on a vu que Spider-Man cartonnait. Et donc on se dit, ah bah oui, mais quand on sort quand même un film qui correspond à des attentes fortes, en l'occurrence, l'acte d'aller au cinéma, il continue à être vrai, alors que je ne doute pas qu'on puisse le trouver dans des réseaux pirates, et donc on pourrait ne pas y aller. Voilà, donc j'ai quand même le sentiment que, évidemment, ça renforce la nécessité de travailler sur le rapport au public, ça renforce la légitimité des dispositifs d'éducation à l'image qu'il faut sans cesse soutenir, parce que, en l'occurrence, ça modifie la vie de certains des gamins qui y sont confrontés. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, cette fameuse étincelle, et on va avoir quelqu'un qui se dit « Ah mais moi, ça me dit vraiment de voir des vrais films, de ne plus me soucier de savoir si le film a 2 ans ou 20 ou 40, parce que ce qui compte, c'est la qualité des œuvres. » Et tout à coup, on fait tomber une barrière et on sort de cette espèce de discours très très convenu qui est que de toute façon, un jeune n'aura jamais aucun plaisir à voir autre chose qu'un film qui vient de sortir. Non, il faut lutter contre ces tendances-là. Et par ailleurs, il faut de temps en temps rebondir sur les apports de Netflix et de quelques-unes des plateformes. C'est-à-dire que, effectivement, la diversité culturelle, elle existe peu en termes de langage sur certains de ces réseaux, y compris dans les séries qui sont quand même très très uniformisées. Il y a un style plateforme ou un style Netflix. Il y a d'ailleurs quelques articles dans les cahiers du cinéma, entre autres, par Hervé Aubron sur ces questions-là. Mais il y a aussi le fait que des gamins sont sensibilisés au fait qu'on peut voir de très très bonnes séries qui viennent de Corée, qui viennent d'Espagne, qui viennent... Et donc c'est aussi une initiation potentielle quand on est ado à l'idée de la diversité. Et moi j'ai envie de m'appuyer là-dessus pour dire oui, mais au cinéma aussi il y a des films coréens formidables et vous les verrez pas sur Netflix, en tout cas pas tout de suite, donc venez les voir en salle. Voilà, et donc nous avons à travailler pour faire en sorte de créer la continuité entre l'espace de la plateforme et l'espace de les salles, plutôt que de se dire ça n'existe pas, ça n'est pas notre monde, ce qui est faux. Il y a de très grandes œuvres de cinéma sur Netflix. Le film de Jane Campion, qui est le premier nominé aux Oscars, c'est vraiment un bon film, et donc on peut tout à fait le défendre comme un objet de cinéma, même s'il n'a pas été présenté en salle en France. Et néanmoins, il faut pouvoir travailler avec le public sur ces nouvelles pratiques dominantes pour faire en sorte de susciter de nouveau le désir de sortir de chez soi, d'aller avec des potes au cinéma, de discuter des films dans les espaces adjacents et de vivre l'événement en grand, parce que je suis désolé, le film de Jane Campion, pour moi, aurait été 1000 fois plus beau et 1000 fois plus fort dans une salle de cinéma. Et donc oui, ça me frustre de le voir sur ma petite télé chez moi. Voilà, je continue de penser qu'un spectateur lambda confronté aux deux expériences, voir le film sur son canapé ou le voir dans une bonne salle avec un son épatant, choisira systématiquement la bonne salle avec le bon son épatant, dès lors que la politique tarifaire est par ailleurs faible, ce qui est le cas au Méliès et dans les salles du réseau Est Ensemble. Dernière question. Bon, ça fait 2 ans maintenant qu'on subit ce que tu sais, le Covid, tout cela. Il y a eu des salles du cinéma qui ont fermé. Il y a nos amis de la Clé qui luttent, qui résistent pour que la Clé continue d'exister. Il y a tout cela. J'imagine que tu n'es pas, enfin voilà, tu regardes ça, tu vois, tu soutiens. Est-ce que tu penses que avec ce qui s'est passé pendant ces 2 années avec le Covid, tout ça, est-ce que les choses ne seront plus comme avant? Toi, en tant que directeur artistique du Méliès, du haut de ta fonction, est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui ne sont plus comme avant? Je vois surtout en ce moment le désespoir de certains distributeurs indépendants. En fait, c'est ça qui me marque là beaucoup à la reprise. C'est aussi pour ça que nous, on était plutôt contre le festival Netflix, vraiment plus pour des questions d'opportunité, en se disant que la priorité aujourd'hui, c'est de défendre la diversité dans les salles, et elle passe par les distributeurs indépendants. Et donc, j'ai envie d'abord de les soutenir, vraiment. Et donc, du coup, d'accompagner leurs films, de faire en sorte de les programmer le plus possible, de structures différentes. Voilà, on est plus attentif que jamais à cette question-là, par exemple, de quel distributeur on prend les films, y compris dans le champ du répertoire, par exemple. Donc ça a potentiellement un tout petit peu éclairé nos pratiques, parce qu'on a une conscience politique plus aiguë de notre enjeu de salles qui, effectivement, en plus, s'en tirent plutôt mieux que les autres depuis la fin du Covid. Enfin, voilà, on traverse des semaines où tout à coup, on est la 2e salle à essai de France, derrière le Comédia de Lyon, juste derrière, alors qu'on a 3 salles de moins. Enfin, des trucs où tout à coup, on est presque trop haut dans le classement, en fait, de la performance des salles en termes de nombre de spectateurs.
Et tant mieux, enfin, et qui aurait dit qu'au cœur du 9-3, même dans une ville un peu plus favorisée que d'autres, il puisse y avoir ce brassage de population qui permet de toucher l'ensemble de la population et donc de faire venir un public assez nombreux et massif. Voilà, donc pour moi, un des axes là, c'est de continuer à travailler sur la diversité parce qu'on sent une tendance réelle et une peur en fait de se dire oulala, mais même des films de très grand nom fonctionnent moins bien qu'avant, donc il va falloir se resserrer sur les choses les plus attendues, les choses sur lesquelles il y a une puissance médiatique réelle. Voilà, et moi je pense qu'il faut vraiment résister à ce mouvement-là pour continuer à explorer les marges, pour continuer à proposer une offre différentielle, pour continuer à montrer que même le public de niche existe et se développe dans certains secteurs, et pour continuer à travailler au renouvellement des publics de spectateurs. Voilà. Et on ne travaillera pas au renouvellement du public des spectateurs en ayant peur, en se rétrécissant sur soi-même, en allant sur quelques valeurs sûres, supposées sûres, dont on se rend compte parfois qu'en fait, on s'était un peu trompé et qu'effectivement, il y a une forme de désertion de certains grands auteurs chez qui les spectateurs pensent que la fidélité critique est excessive et qu'en fait, le film ne sera pas si intéressant que ça. Voilà, donc ça bouscule un tout petit peu la place de la critique, elle est aussi de moins en moins lue, et donc il faut aussi faire attention à ça. Quels sont les canaux de transmission de ces fameuses méthodes de recommandation? Qui est prescripteur aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Moi, j'ai tendance à penser que le cinéma lui-même, enfin la salle de cinéma, est devenue réellement prescriptrice, et que quand j'entends quelqu'un la semaine dernière qui nous dit « mais moi, vous savez, maintenant, dès que vous mettez un coup de cœur, j'y vais. » Voilà, et je regarde même plus, en fait. Je vois juste qu'il y a un coup de cœur, et j'y vais parce que je sais que je ne me tromperai pas et que vous ne l'avez pas mis par hasard. Voilà, je pense que nous sommes, les critiques, les exploitants, un certain nombre à pouvoir dire, voilà, résistons à la puissance médiatique qui oriente vers les 4 films en commun chaque semaine pour pouvoir continuer à élargir le spectre et à représenter la diversité des formes, parce que notre rapport passionnel à l'œuvre cinématographique, elle passe par l'affirmation, le besoin de cette diversité. Moi, j'ai besoin de voir des blockbusters américains réussis, j'ai besoin de voir des petits films thaïlandais ou des petits films d'Amérique du Sud, et je suis nourri de cette différence-là et de ce que ça m'apporte comme regard sur le monde. J'ai envie de transmettre ça et à mes enfants et à mes spectateurs. Et si on commence à renoncer à ça par frilosité, on scie la branche sur laquelle on est assis. J'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup, Stéphane Goudet, directeur artistique du Méliès à Montreuil. Dans le descriptif, je mettrai quand même le lien du site et voilà. Mais allez-y, il y a une programmation qui est toujours aussi intéressante et importante et Stéphane nous en a parlé pendant 45 minutes. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté l'entretien. C'était vraiment passionnant. À très vite. À très vite, au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.